Bonsoir à tous, il est 19 h sur NATV. Comme tous les soirs, à cette heure-là, on débriefe l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Pas mal d'actu ce soir au programme. La GEM, une nouvelle monnaie locale, fait son apparition du côté de Bordeaux. Ce jeudi est également consacré à la journée mondiale de lutte contre le sida. On va y revenir dans un instant. La Rochelle s'est fait peur hier avec un incendie en plein centre-ville dans un des quartiers les plus touristiques de la cité maritime. Heureusement, plus de peur que de mal. Et puis le zapping sport en fin d'émission avec du tennis, avec du basket et du rugby. N'actu, c'est parti. Et on débute avec l'image du jour. Elle nous vient de Bordeaux où la ville girondine a présenté lors d'un point presse sa toute nouvelle monnaie locale intitulée la GEM. Vous voyez le billet violet à l'antenne. Pour utiliser cette nouvelle monnaie, c'est simple. Les particuliers et les entreprises du territoire bordelais doivent adhérer à l'association afin de convertir les euros en sachant qu'une GEM est égale à 1 euro. La municipalité qui vise ainsi 3 objectifs précis: favoriser les échanges sur le territoire girondin en renforçant les échanges locaux, participer à la transition écologique en orientant des dépenses vers des achats à faible impact environnemental. Enfin, une réappropriation citoyenne de la monnaie. En clair, retrouver un lien social lors d'une transaction financière. On passe au dossier du jour. Nous sommes le jeudi 1er décembre et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Une journée très importante comme chaque 1er décembre. Une journée qui a été abordée mardi à l'Assemblée nationale par la députée du Nord, Brigitte Lizaud. On écoute. Je vous remercie. La parole est à Madame Brigitte Lizaud pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la ministre Lebaudot, ce jeudi 1er décembre marque la journée internationale de lutte contre le sida. Mais ce 1er décembre 2022 ne ressemble pas au précédent. Cette année, nous pouvons ici tous porter un message d'espoir. La France peut être le premier pays à peut-être voir la fin de la contamination au VIH d'ici 2027. J'en suis convaincue, c'est notre législature qui va atteindre cet objectif après 40 ans de drames et de vies brisées. Tous les spécialistes sont unanimes. Nous en avons les moyens grâce au progrès considérable des traitements et aux prises en charge des patients. Mais nous n'y arriverons pas sans prendre des mesures fortes pour augmenter le nombre de dépistages et en particulier chez les jeunes. Les chiffres sont alarmants. 13% de nouveaux cas sont des jeunes de moins de 25 ans. Près de 28% des séropositifs sont diagnostiqués avec une infection avancée. La faute à la crise? Pas seulement, et en tout cas, je ne le pense pas. Depuis plusieurs années, le sida ne fait plus peur comme avant. On l'entend souvent dire, on peut vivre avec, ce n'est pas si grave, il existe des traitements. Eh bien, soyons clairs, le sida tue encore et toujours. Chers collègues, ce combat est le combat de tous, c'est notre combat. Alors chacun d'entre nous, dans chacune de nos circonscriptions, passons ce message simple. Le dépistage du VIH est gratuit et sans ordonnance. Soutenons nos associations, participons à des actions de sensibilisation, parlons sans tabou dans les écoles, les collèges, les lycées. Ce combat, nous le devons à tous ceux qui souffrent et à tous ceux qui nous ont quittés. Lynn Renaud l'a dit, quelqu'un de dépisté, c'est quelqu'un de soigné qui ne transmet plus la maladie. Et c'est vrai. Alors, Madame la Ministre, qu'envisagez-vous pour améliorer les taux de dépistage et sensibiliser encore et encore la population au risque de VIH et MST. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Lizaud. Votre question, Madame la députée, est essentielle à l'avant-veille de la journée mondiale de lutte contre le sida et alors que les données de Santé publique France montrent que le nombre de personnes se découvrant séropositives reste stable, quelle que soit la population concernée, et vous avez eu raison de dire que oui, le sida tue encore et toujours. Le gouvernement entend approfondir ses efforts pour améliorer la prévention, le dépistage et le traitement du VIH à travers la mise en œuvre des actions de la nouvelle feuille de route 2021-2024. La généralisation depuis cette année de l'accès au dépistage sérologique du VIH sans prescription, pris en charge à 100%. Le renforcement de notre stratégie globale de prévention.
Elle repose à la fois sur le préservatif, le dépistage du VIH et des autres IST, leur traitement, le traitement post-exposition et la prophylaxie pré-exposition dite PrEP. Depuis le 1er janvier 2021, un premier pas a été franchi avec l'ouverture de la primo-prescription de la PrEP à tout médecin afin de favoriser un recours à ce dispositif. L'accessibilité du traitement post-exposition a également été accélérée avec une délivrance sous forme de starter kit par les médecins généralistes. Elle sera renforcée en 2023 avec une ouverture aux pharmaciens. Enfin, nous avançons vers une plus grande accessibilité des TROD et autres autotests VIH. Ce modèle, lancé il y a près de 11 ans maintenant, a démontré tout son intérêt. Il est essentiel d'en améliorer la flexibilité pour augmenter le réflexe dépistage. Le Covid nous a rappelé que l'efficacité de la lutte contre les pandémies doit faire l'objet d'une approche concertée et multilatérale. Le 22 septembre dernier, la France s'est ainsi engagée à verser 1,6 milliard d'euros au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour réaffirmer l'objectif d'un monde sans sida à horizon 2030. Je vous remercie, Madame la Ministre. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'est l'occasion également de vous rappeler que vous pouvez faire un don en ligne. La démarche est très simple. On va vous montrer deux graphiques à l'antenne grâce à la réalisation de Paul Maison-Rognaud. Si vous donnez 45 €, vous contribuez à informer 24 personnes sur le dépistage. Vous donnez 80 €, vous fournissez à une maman séropositive du lait maternisé pour son bébé pendant plus d'un mois dans un pays à ressources limitées. 150 €, vous offrez un repas quotidien pendant plus d'un mois à une personne séropositive en situation de précarité. Si vous donnez 200 €, vous financez 2 journées de travail d'une jeune chercheuse, et puis 400 €, vous permettez de loger en urgence une personne séropositive qui n'a pas de toit, et ce pendant près d'un mois. Deuxième graphique intéressant à vous montrer dans cette émission de Nactu, ce sont les dons donnés en 2021 qui ont permis 41 projets soutenus en recherche fondamentale, clinique et sociale par 31 jeunes chercheurs. Au total, 61 programmes ont été menés par 29 associations dans 18 pays, 98 projets d'aide aux malades de prévention menés par 62 associations françaises soutenues par SIDAction. C'est donc très important de donner. À noter que dans le cadre de cette journée mondiale de lutte contre le sida, une ministre se déplace en Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit d'Isabelle Lonvisrom, que vous voyez à l'image, la ministre déléguée auprès de la Première ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Elle était à Bordeaux ce jeudi, mais elle y restera également demain avec un programme précis. À 10 h, elle va arriver au Muséum de Bordeaux, place Bardino. Elle va échanger avec des élèves de première STMG du lycée Bellorme de Bordeaux. Une visite également est prévue de l'exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme, accompagnée par des associations. Et puis à 14 h 30, Madame la ministre va participer au stage de citoyenneté lutter contre le racisme et les discriminations avec le parquet de Libourne. Ça va se passer évidemment du côté de Libourne. On file à l'Assemblée nationale maintenant dans Actu avec une séance publique consacrée aujourd'hui à la retraite de base des non-salariés agricoles. 2 députés de la région Nouvelle-Aquitaine sont intervenus, avec notamment le premier à prendre la parole, Nicolas Turquois, député de la 4e circonscription de la Vienne. On écoute tout de suite dans Actu Nicolas Turquois. La parole est à monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate, Modem et indépendant. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, vous nous proposez aujourd'hui un texte visant à calculer la retraite des agriculteurs sur leurs 25 meilleures années. Je vous remercie parce que je crois que nous sommes aujourd'hui à la confluence des sujets qui m'animent, et l'agriculture et les questions de retraite. Je vous le dis d'emblée, philosophiquement, nous sommes favorables au groupe démocrate au calcul sur les 25 meilleures années. Qu'elle soit dans le système général ou dans le système agricole, 25 années sur une carrière de 42 ans, ça permet de passer l'éponge sur peut-être 17 années
soit d'absence de revenus, parce qu'on est malade, parce qu'on est en chômage, parce qu'on s'occupe de l'éducation des enfants, ou parce qu'en agriculture, on a des revenus faibles ou nuls du fait du climat, du fait des cours mondiaux. Mais philosophiquement, nous sommes aussi attachés à ce qu'on ne vende pas de l'illusion à nos concitoyens, et en particulier ici à nos agriculteurs. Je vais vous faire part des doutes que j'ai évoqués en commission. D'abord, des doutes sur la date de mise en œuvre. En 2026, un agriculteur qui partira en retraite se sera statistiquement installé en 1984 ou en 1983. Jusqu'en 1990, les revenus des agriculteurs qui servaient au calcul des cotisations sociales étaient appuyés sur des bases forfaitaires qui tenaient compte du nombre d'hectares et du nombre d'animaux détenus. Comment, par souci d'équité avec nos concitoyens, pourrions-nous retenir des revenus forfaitaires dans le calcul des 25 meilleures années? Ensuite, à partir de 1990, la MSA, s'appuyant sur des revenus réels, a transformé les revenus réels en points. Et suivant une règle assez complexe que je vais me permettre de vous expliquer. En valeur 2022, entre 0 et 5 000 euros de revenus, vous avez 23 points. 5 000 euros de revenus annuels. Entre 5 000 et 8 000, vous passez progressivement de 23 à 30 points. De 8 000 à 16 000 euros, vous avez un effort contributif qui va du simple au double. 20% de 16 000, c'est le double de 20% de 8 000, mais vous restez à 30 points. De 16 000 jusqu'au plafond de la Sécu, vous passez progressivement de 30 points à 113 points. Et au-delà, vous cotisez, mais uniquement pour la solidarité. La MSA, que nous dit la MSA? Jusqu'en 2014, on a le souvenir que des points et pas des revenus qui lui sont associés. Si en 2010, on a 30 points, est-ce que c'était pour un revenu de 16 000 euros ou est-ce que c'était pour un revenu de 8 000 euros? Comment vous reconstituez les 25 meilleures années dans ces conditions-là? Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est sur l'architecture du système. Aujourd'hui, le système agricole, c'est une fusée à 5 étages. Une retraite proportionnelle, une retraite forfaitaire proportionnelle à la durée. Une retraite proportionnelle par points, celle dont je viens vous parler, qui n'est pas vraiment proportionnelle, qui est progressive. Un complément de retraite, l'équivalent du MICO du régime général, qu'on appelle le PMR. Un système de retraite complémentaire par points, mais qui ne sont pas les mêmes points que ceux évoqués précédemment. Et enfin, un complément différentiel que nous avons revalorisé grâce à notre collègue Chassaigne récemment. Ce système à 5 niveaux, comment est-ce qu'on le transforme en système en 25 meilleures années? Je vous invite à le réfléchir en termes de méthode, c'est un vrai sujet. Pour moi, le vrai courage aurait été de rapprocher les règles du système de MSA vis-à-vis des règles du système général. Certains ont peur que ça soit une remise en cause des MSA. Moi, je crois que les MSA ont des avantages spécifiques qui sont d'être d'un guichet unique de la protection sociale et d'être un élément de proximité avec des élus sur le territoire. Ce n'est pas la complexité des règles qui fera qu'on maintiendra les MSA. J'ai un doute aussi sur l'équité du système. Il est actuellement très redistributif. Vous avez plus du plafond de la Sécu, vous cotisez pour les autres. Vous avez 16 000 euros, vous cotisez pour ceux qui ont 8 000 euros. Donc ça, faut l'évoquer dans le système futur. J'ai un doute aussi sur le vecteur juridique. Vous parlez de décret et dans votre amendement de réécriture, vous parlez aussi dans le rapport de texte législatif. Moi, je crois que quand on modifie des droits individuels, ça relève de la loi, mais l'expertise nous le montrera. Donc, par rapport à la version présentée en commission, suite à l'amendement que vous avez déposé, et notamment ce rapport sur l'évaluation, nous voterons votre texte, monsieur le rapporteur. Mais je suis prêt à parier que la mise en œuvre sera d'une part très progressive, qu'elle impliquera de modifier en profondeur le système et qu'il faudra en passer par la loi. Et en plus, qu'il y aura sûrement un effort financier à prévoir en termes de cotisation. Il me semblait important de le dire, donc merci monsieur le rapporteur de porter ce sujet, ça sera une vraie avancée, mais soyons modestes sur la temporalité de mise en œuvre et sur ses modalités. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était l'intervention de Nicolas Turquois, député de la Vienne, qui prenait la parole sur le sujet. Évidemment, vous l'avez compris, des retraites des agriculteurs. Deuxième député à intervenir sur ce même thème, il s'agit de Serge Muller, député de la 2e circonscription de Dordogne. On écoute tout de suite Serge Muller. La parole est à monsieur Serge Muller pour le groupe Rassemblement national.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Au Rassemblement national, nous avons toujours souhaité que les agriculteurs puissent bénéficier d'un niveau de vie décent, tout au long de leur carrière et d'autant plus à leur passage à la retraite. Aujourd'hui, nos agriculteurs subissent un régime profondément injuste qu'il convient de corriger. Profondément injuste puisque leurs retraites sont calculées sur la totalité de leur carrière, alors que celle des indépendants se calcule sur leurs 25 meilleures années et celle des fonctionnaires sur leurs 6 derniers mois. Profondément injuste puisqu'ils sont soumis à des droits qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Je pense ici aux lois du marché financier, mais aussi aux lois climatiques, qui sont toutes les deux aussi imprévisibles que violentes. Profondément injustes envers leurs familles, qui sont aussi partie intégrante de cette main qui nous nourrit et qui touche une retraite inférieure à celle des demandeurs d'asile. Quelle décadence! Calculer la retraite des agriculteurs sur leurs 25 meilleures années, c'est aussi une question de souveraineté. Alors qu'il y a 30 ans, nous étions le 2e pays exportateur mondial, nous serions aujourd'hui déficitaires sans nos exportations de vins et spiritueux. Cette situation ne risque pas de s'arranger, puisque 50% de nos agriculteurs vont partir à la retraite dans 10 ans et que ce métier n'attire plus. Je vous le demande donc, qui prendra le relais dans 10 ans pour assurer notre souveraineté alimentaire, pour façonner notre territoire, pour faire vivre nos campagnes? Leurs enfants? Je ne pense pas. Je doute sincèrement qu'ils veuillent connaître le même sort que leurs parents, qu'ont subi de plein fouet la mondialisation. Des actifs en quête de vocation peut-être? Qui rêve d'un métier où l'on travaille presque 60 heures par semaine et dont la retraite est très largement inférieure au reste de la population? Qui rêve d'un métier où les 2/3 ne partent pas plus de 3 jours de vacances, pas plus de 3 jours consécutifs en vacances, pardon. Qui rêve d'un métier où la pension de retraite atteint 800 € par mois, soit 7 000 € de moins à l'année que les retraités du régime général? Mes chers collègues, je vous le demande, qui rêve d'un métier où l'on travaille tous les jours de la semaine, où l'on vous assomme avec des normes produites par les technocrates européens, où l'on vous expose à de la concurrence internationale pour des raisons purement idéologiques? Mesdames et messieurs les députés de la majorité, je vous en prie, un peu de bon sens. Ne tombez pas dans la crainte de la réforme qu'ont connue les gouvernements successifs des socialistes et des républicains. Les réformes de petits pas ne fonctionnent pas. Après l'échec d'Egalim 1 et d'Egalim 2, ne nous proposez pas d'Egalim 3, 8 ou 12. Il nous faut des réformes de fond. Il est grand temps de se réveiller, il est grand temps de nous écouter et d'agir au service des agriculteurs de France. Il faut en finir avec l'idéologie du libre-échange qui permet l'importation en Europe de produits agricoles à bas coût, de piètre qualité et qui mettent nos agriculteurs dans une situation de concurrence exacerbée. Cette situation est insupportable. Il faut en finir avec les marges abusives que s'octroie la grande distribution, car les agriculteurs sont systématiquement perdants dans les négociations commerciales. Il faut en finir enfin avec la stratégie de la ferme à la fourchette, imposée par l'Europe, qui organise délibérément la réduction drastique de notre production agricole. Commençons d'abord par privilégier nos agriculteurs. Cela fait trop longtemps qu'ils nous attendent. Vous l'aurez donc compris, nous sommes favorables à cette proposition de loi, car au Rassemblement national, nous remercions la main qui nous nourrit et qui fait notre fierté depuis tant de siècles. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était l'intervention de Serge Muller du côté de l'Assemblée nationale. Serge Muller, député de Dordogne. On va désormais filer du côté de La Rochelle. Plus de peur que de mal hier sur le Vieux-Port. L'après-midi a été marqué par un incendie du côté du quai du Perret, l'un des quartiers les plus touristiques de la cité maritime. Vous le voyez sur les images, le déploiement d'une unité du SDIS 17. Aucune victime n'est à déplorer, heureusement, lors de cet incendie qui a nécessité tout de même l'intervention de 3 fourgons et également d'un camion échelle. Que s'est-il passé exactement? Élément de réponse avec les explications du commandant Fabien Loup, interrogé au micro de Victor Pérez-Boucheron pour NATV. On peut juste bien reprendre nom, prénom, fonction s'il vous plaît. Oui, je suis le commandant Fabien Loup, LOUP, comme l'animal, et je suis chef de colonne en fait de permanence sur le secteur. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement?
Donc nous avons été appelés au niveau du restaurant Le Cham, donc sur le quai du Perret, pour un feu de cuisine. Donc le feu a pris naissance à la cuisine. Il y avait un apprenti qui était présent à l'intérieur et qui a inhalé des fumées, donc qui fait partie des personnes que nous avons traitées d'un point de vue du secours à personne. Ce feu en fait s'est développé et il est parti sur une cour intérieure à l'arrière du bâtiment, donc à l'arrière du restaurant. Et les fumées et les flammes sont venues légèrement impacter l'appartement qui était situé juste à son dessus, donc au niveau R+2. C'est un appartement qui fait 90 mètres carrés et qui était occupé par 2 personnes que nous avons également évacuées et que nous avons également pris en charge au niveau secours. Donc on a régulé, donc ces personnes ne seront pas transportées, elles ne sont pas considérées comme blessées. Mais à l'heure actuelle, nous faisons des études. Le feu est quasiment éteint, il est considéré comme éteint, mais nous faisons des études parce que dans ces bâtiments-là, compte tenu des nombreux recoupements et compte tenu en fait des réaménagements qui s'opèrent dans ce genre de bâtiments, par expérience, nous savons que le feu peut se déplacer d'étage en étage ou de paroi en paroi, donc on est très vigilant sur ce genre de bâtiment. Ouais, c'est ce qui est le plus compliqué en fait. C'est ça qui est le plus compliqué puisqu'effectivement le feu peut, au gré des recoupements et au gré des réaménagements du bâtiment, en fait, on n'a pas le visuel puisque tout est plaqué, tout est caché, donc il faut qu'on trouve là où le feu est passé. En fait, c'est un jeu d'enquête pour essayer de savoir où est-ce que le feu a pu se propager et on le suit à l'aide des traces qu'il nous laisse, c'est-à-dire de la fumée, de la suie ou des traces de combustion. Là, vous êtes combien sur place? Là, aujourd'hui, nous sommes 32 sapeurs-pompiers donc engagés pour cette intervention et nous avons une quinzaine de véhicules engagés. Donc, vous disiez donc 3 personnes, un apprenti surtout qui a été intoxiqué. Oui, qui a inhalé des fumées mais qui n'est pas blessé en fait, qui n'est pas considéré comme blessé. D'accord. Et donc la cuisine, il y a eu, c'est parti comment en fait? Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire l'origine du sinistre. Nous, ce que nous allons faire maintenant, en fait, encore une fois, c'est de se concentrer sur cette cuisine pour essayer de comprendre les endroits qui ont pu en fait servir d'axe de propagation à l'incendie qui était présent, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de propagation au niveau supérieur et au niveau des appartements contigus. Et vous l'avez compris avec cette intervention du commandant Fabien Loup, pas de victimes à déplorer malgré une fréquentation touristique très importante dans ce secteur de La Rochelle. On ouvre la page culture avec le Brive Festival qui frappe très fort. Les organisateurs de ce festival de la Corrèze ont dévoilé les artistes qui seront présents dans le département entre le 20 juillet et le 23 juillet 2023. Au programme Angèle, L'Homme Pâle, Juliette Armanet, Chaka Ponk ou encore Craig David. Petite bande-annonce proposée par la page officielle YouTube du Brive Festival. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour, année, danger, dans un objet. Quelle aubaine aujourd'hui, le soleil est plus chaud que jamais. Le sol se desséche et je coule sur la paille. Mami, on est tuyo, yo sé que no te sientes mía. Y la novia siendo tuyo. For a drink on Tuesday, we making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chill on Sunday and let this go. Et vous pouvez d'ores et déjà commander vos billets. Le Brive Festival, donc du 20 au 23 juillet 2023, programmation exceptionnelle concoctée par les organisateurs. Déjà récompensé, on le rappelle, on en avait parlé récemment dans Actu, récompensé le 18 novembre dernier à Paris comme étant le meilleur festival français de musique actuelle. Bravo aux organisateurs du Brive Festival. C'est la fin de la première partie de Nactu. Dans un instant, on revient pour parler sport avec le zapping. On évoquera le rugby. Un défi de taille ce soir pour Soyo Angoulême qui s'attaque au leader de la Pro D2
à savoir Oyonnax. On parlera également basket avec les sélectionnés de la région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit du côté du CSP Limoges ou de Paula Cortez pour le prochain All-Star Game de basket. Et puis le programme et le tableau se précisent du côté de l'Open BLS de tennis de Limoges. N'actu, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Ne bougez pas, on revient dans un instant pour parler sport. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans Actu, nous sommes ensemble de 19h à 20h, comme tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, sur NATV. Et vous le savez, on a l'habitude de terminer l'émission avec le meilleur de l'actu sport de la région. C'est le zapping et c'est tout de suite dans Actu. On débute ce zapping sport avec la vidéo du jour, une vidéo qui nous vient des Landes et précisément de Mimizan, une scène plutôt rare filmée par Jamais sans mon océan et qui fait le buzz. Une vague qui s'est créée, vous allez le voir, et qui a permis à un groupe de surfeurs de passer sous le pont de Mimizan et de surfer pendant quasiment 1 minute. C'est une image absolument rare et magnifique. Along the river, running through the liquid surface of weaver. Cool breeze blowing slowly, I shiver. The water is pure and clean, I'm a sinner. Along the river, running through the liquid surface of weaver. Cool breeze blowing slowly, I shiver.
water is pure and clean, I'm a sinner. The water comes from the mountain top. Early morning later, it's gonna be hotter. I inspire and I breathe. A little lens on my finger. We are killing all your sisters, sister. Her bird singing, hasta la vista. While tasting my mouth bitter. Come, kiss, before the twister. I must empty my head, shut my... Image incroyable qui nous vient de Mimizan, une image signée Jamais sans mon océan. Et c'est très rare d'avoir la vague comme ça pendant 1 minute qui va quasiment jusqu'au bout après le pont de Mimizan. On continue tout de suite avec l'actualité du ballon ovale. C'est la page rugby dans l'actu. Et la page rugby, c'est ce soir à 21h, le coup d'envoi de la 13e journée de Pro D2 avec le duel entre Soyo Angoulême et le leader Oyonnax. Un choc des extrêmes donc entre le numéro 1 actuel de la Pro D2 et Soyo qui est 11e du classement. Je vous donne le 15 de départ qui a été concocté par Vincent Etcheto et son staff pour cette rencontre. Vous le voyez apparaître à l'écran avec une première ligne composée de Boutemani, Barca et Odishvili. Deuxième ligne avec Nabou et Pesvianidze. La troisième ligne avec Texier, Copland en 8 et Burgo en 6. À la charnière, Ugalde Sobus. Du côté des ailes, Lestremo et Ayarza. L'ancien joueur du Stade Rochelet, Lafont en 12. En 13, on retrouve Mo et en 15 à l'arrière, Brossé. Mathis Lafont, je vous le disais, l'ancien joueur de La Rochelle qui est titulaire donc au centre et qui était en conférence de presse d'avant-match. Mathis Lafont, conscient de la supériorité de l'adversaire du soir, conscient que cette équipe n'est pas leader par hasard. On écoute Mathis Lafont. Ouais, puis ils sont au-dessus de tout le monde quasiment, je pense. C'est pour moi, je pense, la meilleure équipe. Ils sont très dominants devant, derrière ils ont de grosses individualités et sur tous les postes. Ils sont très pragmatiques et je pense que le mot-clé ça va être discipline déjà, parce qu'on fait beaucoup de fautes quand même. Donc discipline et puis être aussi pragmatique quand on va rentrer dans les zones de marque. Donc match qui s'annonce très compliqué, mais attention, joli challenge. On n'a rien à perdre. Donc, joli challenge. Ouais, carrément. Je pense qu'en plus il va y avoir du monde à Chanzy, je l'espère. Donc non, ça va être un match, ça va être une belle soirée. Et on espère que le SA15 va créer l'exploit ce soir face à Oyonnax. Match dans quelques minutes maintenant, match à 21h. Précisément, je vous donne le programme complet de cette 13e journée de Pro D2. Vous allez le voir s'afficher dans un instant avec donc Soyo Oyonnax, avec Aurillac contre Colomiers. Concernant la région Nouvelle-Aquitaine, le SU Agen va recevoir demain à 19h30 le RC Massy-Essonne. Le Stade Montois, lui, va se déplacer toujours à 19h30 demain sur la pelouse du RC Vannes. Il y aura également à 21h demain soir un choc entre Grenoble et Biarritz. On en reparlera avec notre consultant Florian Bougerolles demain dans le Nasport Show. Le Nasport Show à 20h, comme tous les vendredis soirs sur NATV. À l'étage du dessus, on jouera ce week-end la 12e journée de Top 14. Je vous donne là aussi le programme alléchant avec Clermont-Montpellier pour débuter. Concernant la Nouvelle-Aquitaine, Bayonne va recevoir samedi à 17h le Loup Rugby. Il y aura un match crucial entre deux clubs de la région, l'Union Bordeaux-Bègles d'un côté, le CA Brive de l'autre à 17h samedi. Brive, on le rappelle, lanterne rouge. Une pétition a été lancée d'ailleurs par les supporters du club. On en a parlé dans l'émission d'hier. Vous pouvez la revoir sur notre page YouTube. Et puis Bordeaux doit absolument l'emporter pour se donner un petit peu d'air au classement. De son côté, La Rochelle à 21h05 samedi ira jouer sur la pelouse du Stade Français Paris. Il y aura Castres face à Pau dimanche à 14h. Et puis le match de clôture, ce sera la rencontre entre le RC Toulon et le Racing 92. Petite info d'ailleurs du côté de l'Union Bordeaux-Bègles avec l'équipe qui se renforce pour faire face aux blessures. On le rappelle, privé de son talonneur Pablo Dimchef, indisponible pour de longs mois après une entorse à un genou. Les Bordelais, vous le voyez, ont signé un joker médical qui arrivera le 1er janvier. Il s'agit de Gabriel Augré, un international anglais des moins de 20 ans qui appartenait aux London Wasps à Bordeaux. Il sera en concurrence avec Clément Ménadier, avec Maxime Lamotte et Conor Sa, qui a été rappelé de son prêt à Carcassonne. Et puis on referme
la page rugby avec une information du national, une pensée pour l'Union Cognac Saint-Jean d'Angély et son pilier Michael Higonnet, victime d'une crise d'épilepsie lors d'un entraînement collectif de l'équipe. Il a été transféré directement à l'hôpital de Cognac. Il a passé la nuit en observation. Les premiers examens effectués n'ont rien révélé d'inquiétant. Son état est rassurant désormais. L'Union Cognac Saint-Jean d'Angély, dernier du championnat de national et qui jouera dimanche. Ce sera à 15h face à Suresnes lors de la 12e journée. Le basket maintenant avec là encore pas mal d'actu. Il y aura de gros matchs ce week-end pour Limoges face à Villeurbanne et pour Pollack Orthez contre Nanterre. Mais il y a surtout la sélection qui est tombée pour le All-Star Game de la Ligue nationale qui aura lieu le 29 décembre prochain à l'Accor Arena de Paris. Si Victor Wembanyama sera évidemment la star de l'événement, des Néo-Aquitains ont eux aussi été sélectionnés. Dans la sélection All-Star France, il y aura Nando De Colo, Eli Okobo, Nicolas Lang de Limoges, Wembanyama évidemment de Boulogne-le-Valois et puis Kamagaté de Paris. Il y aura donc Nicolas Lang, le joueur Limougeot, et sur le banc, 2 joueurs de la région Nouvelle-Aquitaine, Jovan Onyang de Pollack Orthez et évidemment dans la sélection All-Star Monde, sur le banc, l'Américain Desi Rodriguez de Limoges. À noter que la sélection française sera entraînée par le sélectionneur national Vincent Collet. Et puis du côté des concours, il y aura là aussi des joueurs de Nouvelle-Aquitaine. Concours à 3 points, il y aura Nicolas Lang pour représenter Limoges. Et puis les participants au concours de dunk seront eux annoncés prochainement. Peut-être donc une surprise là encore venue du CSP Limoges ou de l'équipe de Pollack Orthez. On termine ce Zapping Sport dans Actu avec le tennis à J-9 maintenant du coup d'envoi de l'Open BLS de Limoges que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de NATV. Petite bande-annonce et on vous donne des infos juste après sur le tableau principal. En cette fin d'année, il y a 2 types de joueuses. Celles qui profitent des plus belles plages du monde pour se reposer au soleil, et il y a celles qui charbonnent, qui s'entraînent dur, qui transpirent et qui continuent de jouer dans l'espoir de valider leur ticket pour l'Open d'Australie. Le Palais des Sports de Beaublanc, lui, ne s'arrête jamais et délaisse le temps d'un instant la grosse balle orange pour la petite balle jaune. À l'occasion de la 16e édition de l'Open BLS de Limoges, NATV monte au filet et vous propose de vivre ce tournoi sur notre antenne. Qui succédera à la Belge Alison Van Uytvanck? Les Françaises Alizé Cornet et Kiki Mladenovic vont-elles briller dans un tournoi qui échappe au clan France depuis Caroline Garcia en 2015? Sofia Kenin peut-elle revenir à son meilleur niveau? Réponse à toutes ces questions du 15 au 17 décembre et c'est seulement sur NATV. Dès le 15 décembre à vivre sur NATV avec Nicolas Coude, Jean-François Pibre, Paul Sabio pour notamment les 4 quarts de finale qui auront lieu la journée du jeudi 15 décembre. D'ailleurs, dans le clan France, on connaît une partie du tableau de cette édition 2022. Vous le voyez à l'image en bas à gauche me concernant Kiki Mladenovic. Il y a également Alizé Cornet qui sera là, Léolia Jean-Jean, Diane Perry, ça c'est pour le clan France. Et puis il y aura la tenante du titre, la Belge Alison Van Uytvanck au milieu de votre écran, la rousse aux taches de rousseur qui va essayer de conserver son titre. Ça va pas être évident parce qu'il y a du côté de Limoges la venue de la 24e joueuse mondiale, la chinoise Shuai Zheng, ou encore la roumaine Anna Bogdan, ou la vainqueur de l'Open d'Australie 2020 Sofia Kenin qui a confirmé sa présence. Autant dire que ce tournoi sera exceptionnel à vivre et ce sera en exclusivité sur NATV du 15 au 17 décembre prochain. L'actu, c'est désormais terminé. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pouvez bien évidemment vous rattraper en allant sur la page YouTube de NATV. Vous vous offrez le replay quand vous voulez, où vous voulez. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission. Dans un instant, il y aura un numéro des Délires du Net, mais également le documentaire sur l'histoire du Tour de France en Charente-Maritime. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de NATV et je vous retrouve demain pour le NAS Sport Show avec Florian Vougerolles à 20h. Très bonne soirée à tous.